Bon, eh bien, si on m'avait dit que je roulerais dans Paris au volant d'une MG électrique, format SUV, eh ben, j'aurais eu des doutes. Bah oui, en effet, bienvenue à tous. Je suis au volant du MG ZS EV, le SUV 100% électrique du constructeur. Alors un constructeur qui avait, clairement on peut le dire, disparu de la circulation française par ailleurs, origine anglaise. Une marque qui a fait quand même pas mal de rebonds dans son histoire au cours des 7-10 dernières années et qui appartient aujourd'hui au groupe SAIC ou SAIC, Shanghai Automotive Industry Corporation, et donc qui compte bien relancer la marque en France avec un SUV 100% électrique. Et je vous le dis tout de suite, sur le papier, eh bien la promesse est là puisqu'on est quand même dans un véhicule où le premier prix est à 30 000 € hors bonus écologique pour la version confort et de 32 000 € pour la version Luxury. Donc voilà, franchement on est sur quelque chose de plutôt attractif. Attractif sur le papier, cela ne fait aucun doute, mais voyons du coup ses caractéristiques techniques. Sous le capot, MG a intégré un moteur de 105 kW, soit l'équivalent de 143 chevaux, offrant un couple maximal de 350 Nm. Pas de quoi être collé au siège, mais sa disponibilité immédiate rend la conduite tout de même intéressante. Toujours selon MG, le 0 à 50 km/h serait franchi en 3 secondes 1 et compté 8 secondes 2 pour le 0 à 100 km/h. La vitesse maximale de son côté serait plafonnée à 140 km/h, ou presque, ne dites rien, mais c'est un peu plus. MG annonce une autonomie de 263 km selon le cycle WLTP, assuré par un pack de batterie de 44,5 kWh. Une modeste configuration, nous diriez-vous, mais après tout, n'est-ce pas suffisant pour les trajets du quotidien et à ce niveau de prix, difficile de faire mieux. D'autant que ce SUV est plutôt spacieux au demeurant et assez léger, il affiche 1,5 tonne seulement sur la balance. Le MG ZS EV propose également 3 modes de conduite, éco, normal ou sport, ainsi que 3 modes de récupération d'énergie, avec la promesse d'une conduite possible à une seule pédale. Passons maintenant à mes impressions de conduite avec une bonne surprise à bord, tout un panel de technologies qu'on ne s'attendrait pas à trouver sur un SUV à ce niveau de prix. Je peux vous dire déjà qu'en ville, c'est quelque chose d'assez agréable pour l'instant. Aujourd'hui, j'ai de la chance, la météo est très agréable, donc on va voir un petit peu où se situe cette conso, mais il y aura toujours cette grosse variable d'ajustement en lien avec les conditions climatiques, le profil et le type, profil de la route et le type de conduite. Voilà. Alors il y a un truc qui est quand même pas mal, c'est le régulateur de vitesse actif qui est plutôt assez efficace vraiment. Alors il se gère ici sur des commodos sur le côté gauche du volant. Je regrette juste de ne pas avoir, alors il y a même le système d'éclairage automatique, je regrette juste de ne pas avoir plus de visibilité sur ce fameux commodo. Il est caché par ici le volant, mais c'est pas mal, ça fonctionne plutôt bien, de manière assez classique. J'ai une commande pour augmenter ou réduire la vitesse et puis cette même commande permet par ailleurs de gérer la distance de sécurité. C'est assez clair, ouais, c'est vraiment c'est pas mal. On va le laisser voir comment il gère un petit peu ce freinage. Réduire la distance de sécurité. Ok, la partie navigation. On a signalé, c'est pas une interface à vrai dire que je connais. Ah ouais, bien, pas mal. Le freinage du régulateur est assez doux. Ouais, pas mal du tout. Pour l'instant, pour une circulation urbaine et périurbaine, très bonne surprise. Les assises sont confortables. Donc c'est pas mal du tout. Bonne nouvelle aussi avec le siège côté conducteur qui est un siège électrique. Pas côté passager, mais le siège côté conducteur est électrique. Je regrette juste côté réglage du volant, on peut régler l'inclinaison mais pas la profondeur, sauf erreur de ma part. Non, voilà, on peut régler la hauteur mais pas la profondeur. Un petit peu dommage, mais bon, en tout cas le poste pour moi, pour ma position de conduite, ça ne me pose pas de problème. Allez, on va s'insérer sur le périphérique, se caler à 70. Capteur d'angle mort évidemment.
le GPS, j'ai pas grand chose à lui reprocher pour l'instant, hein. C'est assez fluide. Alors, c'est pas de la grande cartographie 3D, mais c'est convenable. Bon, et bien voilà, j'arrive sur l'entrée de l'autoroute A6 pour en direction de Lyon pour apprécier très rapidement la performance plus routière de ce véhicule. Et ce que vous entendez là, ce petit bip bip, eh bien c'est l'alerte de franchissement de ligne. J'aurais préféré que ce soit peut-être un autre bruit parce que c'est franchement agaçant. Je pense que tout le monde n'aimera pas dans l'habitacle et surtout que c'est vraiment sensible, hein. Alors là je fais exprès, je provoque, mais vraiment on est sur quelque chose d'assez sensible. Alors il y a un truc par contre qui me chagrine un petit peu, c'est que je peux désactiver ces alertes de franchissement de ligne, mais normalement je suis censé avoir une correction de trajectoire et qui ne fonctionne pas là pour le coup, alors que le marquage au sol est identifié, donc c'est assez étonnant. Vous voyez là, il ne se passe rien. En revanche, ce que je peux vous dire, eh bien, c'est que sur autoroute, les bruits de roulement sont plutôt bien maîtrisés. Voilà. Vous devez l'entendre, il n'y a franchement pas beaucoup de bruit. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. Vraiment un confort assez agréable en ville et confort assez agréable sur autoroute. Par contre, ce bruit, je pense que ça va vite me taper sur les nerfs. Alors, du côté de l'infotainment, instrumentation, on a un écran 8 pouces au centre. Je vais pour l'instant émettre un avis assez réservé quant à l'interface tactile, la richesse des menus, etc. Parce que c'est vraiment une première prise en main. Je ne sais pas ce que j'ai eu de mieux pour l'instant, mais a priori ça réagit quand même pas trop mal. J'ai l'impression qu'il y a une petite étape un peu pénible quand on souhaite repasser de Android Auto ou Apple CarPlay vers le système intégré au véhicule. Donc il y a peut-être une marge de progression du côté de l'infotainment et du côté du compteur. C'est tout à fait classique, hein. On a un petit panneau LCD qui livre l'essentiel des informations liées au régulateur de vitesse, la consommation, l'énergie, le kilométrage restant dans la batterie en estimation, et puis deux compteurs à aiguille, à gauche la vitesse, à droite la jauge d'énergie, récupération ou consommation, voilà, avec ce fameux pourcentage. C'est assez classique en fait. Alors est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends très bien. En revanche, j'ai perdu la navigation. Écoute, j'ai perdu la nav aussi. Ça a basculé sur Android Auto. Quand je fais quitter, il se passe que dalle. Et quand même, j'ai le volume à fond. Je suis à 32 moi pour t'entendre. Pareil, volume à fond. En revanche, je suis branché en Bluetooth. Je suis sur un iPhone. J'ai pas de câble, donc je me suis mis en Bluetooth directement. Le précédent appel que je t'ai fait, j'avais la navigation. Là, elle veut plus revenir. Pas encore la teuf, hein, côté multimédia. Du coup, je sais pas où il faut que j'aille. Non. T'appuies sur le bouton principal et ça revient pas. Ouais, exactement, pareil. Et si j'appuie sur source, il se passe rien non plus. Alors du coup, moi je viens d'entrer sur la partie vallée de Chevreuse où c'est sinueux et je suis en mode sport. Je sais pas si t'as passé déjà. Pareil, là je viens de me faire. Je dois être pas beaucoup plus loin de toi. Sauf que comme j'ai pas la nav, là je sais pas où je vais tout droit. Oui, moi aussi. Un petit peu pénible cette histoire. Bon je suis sur cette fameuse route de Chevreuse, celle qui est censée être justement un petit peu plus sinueuse, mais pas spécialement très rapide, hein, c'est limité à 70 km/h. Et très honnêtement, pour l'instant, tout va bien. Alors il y a ce bug d'infotainment là qui est insupportable, il y a les petites alertes aussi, franchissement de ligne sur autoroute. Bon, bien là, je ne peux pas vous laisser trop de musique pour des raisons évidentes, sinon YouTube, hop, me bloque. Quoi qu'il en soit, là, ce que vous avez pu entendre, plus ou moins bien d'ailleurs, hein, puisque ça passe par le micro, c'est la qualité audio du système. Alors j'ai pu remarquer déjà que le volume était vraiment pas fort dans les appels téléphoniques. Ça va mieux pour la navigation, comme vous pouvez l'entendre. Ça va mieux aussi pour l'audio. Bon, c'est pas un grand son, hein. Encore une fois, il ne faut pas avoir non plus le beurre, l'argent du beurre. Il y a forcément des petites choses sur lesquelles ce ne sera pas exceptionnel. Et la qualité audio en fait partie, c'est tout à fait quelconque. Voilà, pas de surprise.
Allez, je vais profiter de cette pause au superchargeur de la station Total. Et donc voilà, donc ça c'est le véhicule que j'ai à l'essai. Franchement extérieurement, vous voyez, bon c'est pas, voilà, on ne peut pas dire que ce soit moche, hein, clairement pas du tout. Il y a quand même pas mal de véhicules. Moi, l'arrière me fait pas mal penser à du Kia, l'avant me fait penser, comme je le disais, à du Mazda. Donc c'est un design assez conventionnel en fait. Voilà, franchement l'avant Mazda quoi. Hein. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est du Mazda. Bon, alors là, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres, environ 70, donc du coup, eh bien, on est en train de refaire une charge ici sur les stations qui peuvent délivrer jusqu'à 175 kW. Le véhicule peut en prendre 88, alors on m'avait dit 80, mais a priori ça serait 88 kW. Et on va découvrir le coffre maintenant. Hop. Voilà, volume de chargement tout à fait classique, convenable, avec quand même ici un double plancher. Je ne sais pas si on va bien le voir. Voilà, un double plancher qui permet quand même de... Bon, alors là ici c'est pour tout ce qui est compresseur, pour la réparation du pneu, mais on a quand même un petit compartiment là carré dans lequel on pourra toujours venir ranger les câbles. Voilà. Bon, on va se faire place arrière maintenant, hop, voilà. Regardez là, mon siège côté conducteur est réglé pour ma position de conduite et franchement ça laisse un peu de place quand même. Hein. Je me suis installé, j'ai bien 5 cm facile. Alors après voilà, c'est ce genre de petites choses là qui nous rappellent qu'on est sur un véhicule à moins de 30 000 €, avec quand même une conception chinoise. Là c'est clairement le petit cache plastique de la prise USB. En fait, je pense que mieux vaut ne rien mettre du tout en fait, hein, quand c'est comme ça, parce que ça tient pas. Et puis voilà. Donc, ça y est, voilà, j'ai réussi à le remettre en place à force d'eux, mais franchement, je pense qu'il va finir par casser. Donc voilà, autant ne rien mettre. Voilà, donc banquette 2 tiers, 1 tiers hein, pour rabattre les sièges. On va pas être évidemment sur un plancher complètement plat. Aux places avant, il faut bien reconnaître que cette finition luxury est tout à fait convenable compte tenu de son tarif, là encore. Le volant habillé d'un revêtement simili-cuir est très agréable en main et les touches de raccourci multimédia sont les bienvenues. Les assemblages sont plutôt propres, les garnitures des contreportes elles aussi assez élégantes. Il faut bien avouer que les bouches d'aération en revanche nous rappellent le design de ce qu'on trouve notamment chez Mercedes. La grosse molette de changement des vitesses tombe très bien sous la main, un porte-gobelet est dissimulé sous une trappe coulissante et un vide-poche est même présent sous la couloir centrale. De nombreux rangements donc, mais tous ne sont pas aussi simples d'accès à l'image de ces 2 connecteurs USB que les passagers avant trouvent sous la console centrale. Et on vous assure que pour le conducteur, brancher son smartphone en USB sur celle-ci tient de la mission qui peut vite devenir dangereuse d'ailleurs si l'opération est réalisée tout en conduisant. Clairement, mieux vaudra profiter d'un arrêt au feu pour toute manipulation. L'écran central tactile de 8 pouces souffre parfois de quelques reflets plus acceptables à l'œil que ce que peut montrer ma caméra, et ceci s'explique d'ailleurs par la présence d'un large toit ouvrant panoramique, là encore un très bon point pour ce ZS EV. Comme ces sièges dont l'assise et le maintien ne m'ont pas posé de problème sur ces premières heures passées à son volant, il est d'ailleurs important de noter que les sièges avant sont chauffants, mais seul celui du conducteur est réglable électriquement. Avouez tout de même que le constructeur MG propose ici en série un niveau d'équipement assez surprenant. Bon et bien voilà, hein, c'est la fin du road trip. Je suis désormais à 153,5 km au compteur et la consommation moyenne est de 17 kWh au 100 km. Je peux vous le dire, c'est pas mal du tout avec la climatisation activée, température extérieure favorable, idéale, 24 degrés et une conduite quand même un petit peu plus dynamique hein, sur le retour. Là, j'ai volontairement même fait des petits allers-retours
sur l'autoroute à 130, à 110, des voies rapides 90. Bon voilà, j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour me faire une idée la plus précise de la conso, mais comme je vous l'avais dit dès le départ, ce n'est qu'une première prise en main. Donc voilà, donc au global, eh bien c'est plutôt une bonne surprise cette découverte de ce SUV 100% électrique MG, mais on est quand même en droit de se poser des questions quant à la capacité de MG à assurer les livraisons, à assurer un SAV qu'on attend aujourd'hui lorsqu'on achète un véhicule neuf. Tout ça, ce sont des questions qui restent entières. Le constructeur revient en France avec peu de concessions pour l'instant. Donc voilà, c'est des questions que je me pose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.